thérapeutiques actuelles sont relativement ambitieuses et surtout, bien sûr, la rémission clinique qui doit être durable et actuellement surtout la cicatrisation muqueuse avec une rémission sans corticoïdes qui va permettre d'améliorer la qualité. Dans un futur proche, espérons qu'on arrivera à éviter la destruction intestinale et limiter l'incapacité fonctionnelle de nos patients grâce à une rémission profonde. Donc l'objectif thérapeutique, vous laissez tous cette diapositive, c'est de stopper la progression de la maladie, si possible, dès le diagnostic. Alors comment peut-on modifier l'histoire naturelle de la maladie? Bien sûr en agissant précocement et efficacement. Tout d'abord en identifiant les patients à risque. Quels sont les facteurs pronostiques d'évolution vers une maladie Crohn sévère? Vous les connaissez, c'est une maladie qui atteint le grêle, en particulier la partie haute du grêle jejunal, un âge jeune au moment du diagnostic ayant nécessité la prise de stéroïdes et bien sûr des localisations anopérinéales. Le tabac favorise également l'absence de cicatrisation et la nécessité des modifications thérapeutiques. La gravité des lésions endoscopiques va nécessiter également des adaptations thérapeutiques et va augmenter le risque de chirurgie. Deux éléments qui ne sont pas actuellement utilisés en pratique courante, c'est les dosages sérologiques, les ASCA et les ANCA, et puis les mutations génétiques, en particulier du mode 2. Dans la rectocolite hémorragique, quels sont les facteurs de risque? Il faut mieux éviter d'être un garçon qui débute sa maladie dans un âge jeune. Bien sûr, l'extension de la maladie, la pancréatite, la durée de la maladie est un facteur aggravant par plus de 10 ans, la présence d'une cholangite sclérosante, et puis des formes très sévères à l'admission du patient. Par contre, le tabac est un facteur qui va protéger de la colectomie et la grossesse également. Un élément important, c'est que la cicatrisation muqueuse, et en particulier la cicatrisation histologique, va diminuer le taux de colectomie. Comment modifier l'histoire? En adaptant de la thérapeutique de façon précoce. Alors, différentes stratégies dans la maladie Crohn, vous la connaissez, c'est le step-up accéléré ou les stratégies top-down. Alors, deux études, une étude française et une étude espagnole, ont comparé la stratégie conventionnelle par rapport à la stratégie step-up accélérée en introduisant dès le début du traitement l'Imuran. On voit très bien sur ces deux courbes que s'il y a une petite amélioration un peu plus précoce au long cours, les deux stratégies sont totalement identiques sur les résultats et la survie sans rechute. Qu'en est-il de l'utilisation précoce des anti-TNF-alpha? Vous connaissez l'étude CHARM qui a montré que plus on va introduire tôt les anti-TNF à partir du diagnostic, en particulier si c'est dans un délai de moins de 2 ans, la rémission clinique sera bien améliorée. Les céréates également, c'était comparer une combothérapie par rapport à une stratégie conventionnelle au bout d'1 an. C'était un essai contrôlé randomisé par cluster. Le taux de rémission à 12 mois, qui était le critère principal, ne montrait pas de différence entre les deux stratégies. Par contre, il ne semblait pas non plus modifier l'histoire naturelle, en particulier sur le taux d'hospitalisation. Par contre, le taux de chirurgie était bien diminué, en particulier au début de la pathologie. Alors, faut-il faire une combothérapie associée à l'adalimumab? Le but est d'éviter la perte de réponse au cours du temps. Donc, dans cette étude de Berthe, les facteurs prédictifs d'optimisation de la thérapeutique étaient une exposition préalable aux anti-TNF, une CRP élevée à l'induction, donc une maladie très inflammatoire, et surtout l'absence de combothérapie à l'induction pendant les 3 premiers mois. Une autre étude, l'étude de Reiners, qui a montré que lorsqu'on associait l'adalimumab à un immunosuppresseur, sur l'ensemble des patients, il n'y avait pas de différence entre les semestres sans poussée, sauf dans la population où il y avait une combothérapie précoce pendant le premier semestre, où là, on avait un nombre supérieur de semestres sans poussée. Que sont devenus les patients de l'essai Step Up et Top Down? C'était une étude un peu ancienne.
qui comparait la combothérapie précoce versus l'escalade thérapeutique, en sachant qu'à l'époque où cette étude a été faite, l'infliximab était donné en traitement d'attaque, puis en traitement épisodique. Donc ces patients étaient suivis après les 2 ans d'études initiales et a permis de mettre en évidence que la combothérapie précoce diminuait le nombre de poussées de la maladie de Crohn, mais ne modifiait pas son histoire naturelle, et en particulier, il n'y avait aucune différence sur le recours à la chirurgie. Est-ce que l'avènement des biothérapies ont modifié l'évolution de la maladie de Crohn? Donc ça, c'est une étude hollandaise qui a comparé les patients avant 1999 et après 1999 où est apparu l'infliximab. On voit qu'après 1999, on a utilisé de façon plus importante les immunosuppresseurs. Malheureusement, on voit qu'il n'y a pas de différence entre les 2 cohortes sur les phénotypes inflammatoires, sur les formes sténosantes et visculisantes. Par contre, il y a un moindre recours à la chirurgie au niveau initial. Qu'en est-il de la rectocolite hémorragique et des taux de colectomie? C'est une étude américaine qui a étudié le taux de colectomie annuel depuis 1998 jusqu'à nos jours. Et malheureusement, là aussi, les thérapies ne permettent pas de diminuer le taux de colectomie. Alors, comment modifier l'histoire? En surveillant, puisque actuellement, il faut surveiller pour adapter au mieux la stratégie thérapeutique. C'est ce que nous a montré Guillaume Guen dans cette très belle diapositive que je lui ai empruntée sans la modifier parce qu'elle est extrêmement explicite. Donc, en fonction des facteurs de risque au diagnostic, on va se fixer des objectifs, on va contrôler l'obtention de nos objectifs et éventuellement, on va modifier notre thérapeutique. Alors, il a également fait cette étude sur l'efficacité du triclotargène dans la rectocolite hémorragique, puisqu'on va faire un contrôle endoscopique aux alentours de 8 semaines après avoir débuté le traitement. Donc, si on n'a pas cicatrisation muqueuse, cela va permettre d'ajuster la thérapeutique. Et on voit que le fait d'avoir fait cette coloscopie, cette exploration à 8 semaines avec les modifications thérapeutiques, va donc améliorer fortement la cicatrisation muqueuse et surtout la cicatrisation histologique, qui est un facteur essentiel pour éviter le rechute de la maladie. Qu'en est-il de la maladie de Crohn? À peu près la même chose, coloscopie dans les 26 semaines, qui va permettre d'augmenter la probabilité de cicatrisation muqueuse grâce à une modification thérapeutique en faisant les ajustements thérapeutiques nécessaires. Qu'en est-il des biomarqueurs? Est-ce qu'ils peuvent nous aider? En particulier la calprotectine fécale. Donc, dans cette étude, ELS a montré qu'une calprotectine fécale inférieure à 250 était bien corrélée à une rémission endoscopique, c'est-à-dire un CDIS inférieur à 3. Donc, pour un taux supérieur, ils ont retrouvé de larges ulcères, donc la maladie n'était pas cicatrisée. Y a-t-il un intérêt de doser la calprotectine fécale pour prédire une rechute chez les patients qui ont été opérés? Cette étude de Boschetti a été faite sur 114 malades. Il a été réalisé une coloscopie, léoscopie 6 mois après la chirurgie, avec en même temps l'usage de la calprotectine fécale et de la CRP. Donc, cette étude a mis en évidence que si la calprotectine fécale était basse, inférieure à 100 mg, c'était corrélé avec une absence de rechute, avec des scores de Ruggertz I0, I1, et que cela pourrait peut-être permettre d'éviter une coloscopie sur 3. L'intérêt des dosages sériques des anti-TNF et des anticorps, ce dont nous a parlé Xavier Roblin en journée francophone. Actuellement, l'indication est la perte de réponse sous anti-TNF-alpha. On sait qu'il y a une perte de réponse à l'infliximab de 13% par an, à l'adalimumab de 20% par an, et ces dosages vont pouvoir nous permettre d'avoir un schéma d'optimisation personnalisé. Dans l'étude de CO, on voit que si les anti-TNF sont détectables, on a une rémission, une amélioration endoscopique. L'étude de Van Castel a étudié la présence des anticorps anti-infliximab, soit permanents, soit transitoires, et l'absence d'anticorps montre qu'il y a une très bonne réponse à l'optimisation. Donc, Xavier Roblin a bien expliqué également les mécanismes
de perte de réponse à un anti-TNF en fonction des taux sériques d'anticorps. Si on a des taux sériques d'anticorps bas et qu'il y a une inflammation, ça peut être une perte de réponse liée à la présence des anticorps ou une consommation par l'inflammation qui est très importante, une non-observance thérapeutique. Si les taux d'anticorps thérapeutiques les taux sériques sont thérapeutiques, il y a peut-être une exacerbation paradoxale par un anti-TNF où les voies d'inflammation sont différentes. Donc en fonction des dosages, on va pouvoir avoir des stratégies thérapeutiques. S'il existe des taux thérapeutiques mais que votre patient ne va pas bien, qu'il est en rechute, il faudra switcher vers une autre classe thérapeutique. Si on a des taux d'anticorps bas sans anticorps, il faudra optimiser le traitement en augmentant les doses ou en rapprochant les injections. S'il existe des anticorps, il faudra switcher vers un autre anti-TNF. On va parler des biosimilaires puisqu'ils arrivent sur le marché. Donc c'est une étude hongroise puisque eux l'ont depuis le mois de mai 2014. C'était une étude sur la réponse et la rémission clinique à la semaine 14. Donc on voit que ce soit dans la rectocolite hémorragique ou dans la maladie de Crohn que les patients aient déjà été traités par un anti-TNF ou que ce soit des patients naïfs. Qu'en fait les résultats étaient corrects et qu'il n'y avait pas de signal à l'encontre de l'usage du biosimilaire dans l'immunité. Le vedolizumab, une étude qui montre qu'il reste efficace à 2 ans, c'est la poursuite des études Gemini 1 et Gemini 2 à 300 mg toutes les 4 semaines dans la maladie de Crohn ou toutes les 4 ou 8 semaines dans la rectocolite hémorragique. Et donc cette étude montre que les patients soient naïfs ou qu'ils étaient en échec préalable d'anti-TNF alpha, la poursuite de l'efficacité de ce traitement dans le temps avec un bon profil de tolérance. Est-ce qu'il y a un intérêt à optimiser le vedolizumab au cours des NIPI? Il peut y avoir une certaine perte d'efficacité qui peut être liée également à une diminution du taux sérique du vedolizumab. Et dans ces cas-là, les injections ont été rapprochées à toutes les 4 semaines et cela a permis de récupérer 30 à 35% des patients. Le golimumab, il existe des non-répondeurs primaires. Donc, dans cette étude, environ 400 patients ont été non-répondeurs à la semaine 6. Le traitement est poursuivi jusqu'à la semaine 14. S'il y a peu de réponse à la semaine 14, il n'y a pas d'intérêt à poursuivre le traitement par le golimumab parce qu'il n'y aura pas d'efficacité ultérieure. L'intérêt du secukinumab dans la maladie de Crohn, donc c'est un anticorps monoclonal anti-IL-12, IL-13, c'est une étude à partir d'un registre rétrospectif du GTL qui a montré que les patients avait une bonne réponse et une efficacité du traitement, en particulier sur la rémission sans corticoïdes chez environ 68% des patients. Un des éléments importants de bonne réponse était un traitement immunosuppresseur concomitant. Les nouveaux traitements, le Medi 2070 contre le placebo, c'est également un anticorps monoclonal qui cible la sous-unité P19 de l'interleukine 23, donc il utilise la même voie que l'ustekinumab. L'objectif principal était l'efficacité clinique par rapport au placebo à la semaine 8, donc l'objectif principal n'était pas atteint, il n'y avait pas de différence. Par contre, la réponse clinique à la semaine 8, lui, était atteinte, donc il faudra voir ultérieurement ce que vont donner les autres études. Une molécule qui m'intéresse bien, c'est la molécule antisense MAT7 versus placebo. C'est peut-être une révolution thérapeutique. C'est un oligonucléotide antisense MAT qui va rétablir la voie du TGF-bêta. Ça s'appelle le Mongersen. C'est un traitement qui est donné par voie orale. L'étude a été faite donc avec un traitement pendant 15 jours, avec un suivi des patients jusqu'à 84 jours, avec 4 doses de traitement versus placebo. Donc l'objectif principal était la rémission à J15, c'est-à-dire un CDAI inférieur à 150. Et l'objectif secondaire était la réponse clinique à J28 avec une réduction d'au moins 100 points du CDAI.
Et on voit que pour des doses de 40 mg et de 160 mg, les deux objectifs étaient atteints. Malheureusement, dans cette étude, ce sont que des réponses ou des rémissions cliniques. Il n'y a pas d'études sur la cicatrisation muqueuse, donc on attend avec impatience les résultats de la phase 3, surtout sur la cicatrisation muqueuse. Un nouveau médicament également en étude, c'est un anti-amalgame contre placebo dans la rectocolite hémorragique. Donc ça, c'est la voie, ça va bloquer l'adhérence des lymphocytes au niveau de la paroi digestive. Donc c'est un traitement qui a été donné aux semaines 0, 4 et 8 à différentes doses, 7,5 mg, 22,5 et 75 mg. Et l'objectif est d'obtenir un taux de rémission clinique et endoscopique à S12. Donc l'objectif a été atteint et les études vont être poursuivies avec les doses de 22,5 et 75 mg. L'osanimod contre placebo dans la rectocolite hémorragique, ça c'est également une autre voie de l'inflammation, c'est un traitement oral du récepteur de la syrosine 1-phosphatase. C'est la même famille qu'un des traitements qui est donné dans la sclérose en plaques. L'objectif principal était d'obtenir la rémission à S8. Cet objectif a été obtenu avec une dose de 1 mg, de même que la rémission endoscopique à la semaine 8. Il n'y a pas de toxicité cardiologique, contrairement au produit qui est donné dans la CEP. Il y a par contre des complications de type perturbation du poumon hépatique dont les études vont se poursuivre. Un autre agonisme, et c'est un agonisme qui est topique dans la rectocolite hémorragique, c'est un essai contre placebo, un agonisme du toll-like récepteur 9. Donc c'est un traitement qui est fait par application locale, par voie endoscopique aux semaines 0 et 4 sur les zones inflammatoires. L'objectif principal était le taux de rémission clinique à la semaine 12, malheureusement il n'a pas été atteint. L'objectif secondaire était la rémission endoscopique à la semaine 4. Là, l'objectif secondaire a été atteint. C'est peut-être un petit peu compliqué comme traitement, il faut que les patients aient des colonoscopies de façon régulière. Donc on verra quel est le devenir de ce traitement. La grosse question, c'était la transplantation fécale. Cette étude n'a pas montré quelle est l'efficacité par rapport au groupe de population. Donc pour l'instant, ça reste en question. Il y a d'autres études qui ont montré que l'efficacité dépendait en fait de la qualité de la flore du donneur. Donc à voir d'autres études à venir. Donc en conclusion, les stratégies thérapeutiques deviennent plus précises grâce à l'utilisation des biomarqueurs, des dosages sériques, des taux résiduels et des anticorps anti-TNF. On pourrait essayer d'avoir des objectifs plus ambitieux. Il faut qu'on ait des objectifs plus ambitieux, puisque pour l'instant, on ne modifie pas l'histoire naturelle de la maladie. En obtenant une rémission profonde et une rémission histologique. Tout ça grâce à un traitement personnalisé en se donnant des buts. Et puis, il y a plein de nouvelles classes thérapeutiques qui vont apparaître, et cela va peut-être nous permettre de nouvelles stratégies thérapeutiques en équipe. Je vous remercie.